Tu as tout gâché. La voix de Claire a traversé la cuisine comme un coup de poignard. J'étais dans le couloir serrant une serviette chaude, sortie du sèche-linge quand ça a commencé. Je me suis figée. Tu as ouvert ta foutue bouche et maintenant tout s'effondre. Je suis entrée dans la cuisine, la serviette à la main, clignant des yeux sous la lumière crue. Claire était là en peignoir de satin, les yeux exorbités, agitant une feuille de papier comme si elle l'avait agressée. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé la voix basse, hésitante. Sophie, ma petite fille de 22 ans, a levé les yeux au ciel depuis le comptoir. Fais pas l'innocente, mamie. Maya, la meilleure amie de Claire, était vautrée sur le canapé avec une tasse de café qu'elle n'avait pas demandé la permission de prendre. Elle a ricané. Elle va jouer la naïve maintenant. Ça va être savoureux. Mon cœur battait à tout rompre. Mon mari David se tenait derrière Claire, bras croisés, visage impénétrable, bouche fermée comme toujours. Il n'avait rien dit, mais il ne faisait rien pour arrêter non plus. Claire s'est avancée vers moi, secouant le papier. Tu réalises ce que tu as dit pendant cet appel à la clinique, tu as parlé du travail au noir de David, alors qu'il est en invalidité. Mon estomac s'est noué. Je n'ai rien voulu dire de mal, ai-je bégayé. C'était juste, on m'a posé une question sur les revenus du foyer et j'ai dit qu'il faisait parfois de petits travaux par-ci par-là. Ce n'était pas... Tu plaisantes là, a aboyé Sophie s'approchant. Tu sais ce que ça veut dire des enquêtes, des prestations gelées, plus d'aide au loyer, plus de chèques le mois prochain. Mais vas-y, continue à plier tes serviettes comme si tout allait bien. Je me suis tournée vers David. Je ne pensais pas que c'était un secret. Je n'essayais pas de... M'a-t-il coupé la voix glaciale. Tu n'as pas pensé. Ça a toujours été ton problème. Maya a sifflé doucement. Aïe. J'ai reculé d'un pas. Mes doigts étaient engourdis. Sophie a attrapé quelque chose sur la table, une de ses pantoufles, et l'a lancée. Elle a heurté le mur à quelques centimètres de mon épaule. Dégage, a-t-elle craché. Sérieux, va-t'en. Claire a croisé les bras, respirant fort. Tu ne passes pas une nuit de plus dans cette maison. Tu as fait assez de dégâts. J'ai cligné des yeux. Les mots n'ont pas pénétré tout de suite. David n'avait toujours pas bougé. Je ne savais pas, ai-je murmuré. Je n'ai jamais voulu. On s'en fout de ce que tu voulais, a lancé Maya. Le mal est fait. Le salon est devenu silencieux, sauf pour le bourdonnement du frigo. Mon corps semblait vide. Je me suis tournée lentement, passant devant David devant la table, et j'ai marché vers la petite pièce du fond où je dormais. Je n'ai pas pleuré, pas encore. À ma porte, j'ai jeté un regard en arrière. Sophie me fusillait toujours du regard. Claire envoyait un texto. Maya a pris une autre gorgée de café satisfaite. Et David regardait le sol. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a suivi. Ils ne m'ont pas demandé d'expliquer, ils m'ont demandé de disparaître. Avant l'explosion, il y avait le calme. Pas la paix, jamais la paix, mais un silence routinier. Je me réveillais à 6 heures, bien avant tout le monde, et je marchais pieds, nus jusqu'à la cuisine. Je faisais bouillir de l'eau pour le thé, plier les serviettes laissées dans le sèche-linge et nettoyer les mêmes plans de travail impeccables tous les matins. Personne ne me l'avait jamais demandé. Personne ne m'avait jamais remercié non plus. Ma chambre était en réalité la buanderie exiguë sans fenêtre toujours bourdonnante. Un matelas, une place, étaient coincés près de l'évier utilitaire. Mes vêtements étaient empilés dans des bacs plastiques sous les manteaux d'hiver de Claire. Le seul tiroir que j'utilisais était coincé entre les produits ménagers et les fournitures d'artisanat abandonnées de Sophie. Je ne me plaignais jamais. Je me disais, il me laisserait rester ici, ça suffit. Caleb passait le matin, écouteurs vissés aux oreilles, disant peu. Je l'aimais en silence, le regardant traîner jusqu'au frigo, ses cheveux ébouriffés, tombant dans les yeux, toujours poli, jamais méchant. Mamie, sans vouloir te vexer, tu cuisines comme si on était encore en 1975. Claire apparaissait en fin de matinée, maquillage, parfait, yeux déjà fatigués. Elle scrollait son téléphone plus qu'elle ne parlait.
Les bons jours, elle lâchait qu'un merci. Quand je remplissais la cafetière. Les mauvais jours, elle ne levait même pas les yeux. Maya a commencé à venir à ce moment-là. Elle ne frappait jamais, n'apportait jamais rien. Elle entrait, se servait un café et lançait des pics comme «Toujours là, Evelyne» ou «On ne t'a pas encore remplacé». J'ai appris à vivre dans les interstices de leur voix. Je ne parlais que si on m'adressait la parole. Je me faisais petite. J'ai arrêté de fredonner en nettoyant. Je marchais plus lentement pour que mes pas ne résonnent pas. Je gardais mon thé tiède pour éviter le sifflement de la bouilloire. Je pensais que si j'étais assez silencieuse, assez immobile, assez invisible, il me laisserait peut-être rester. Mais la vérité était plus claire maintenant. Il n'avait pas besoin de crier. Je disparaissais déjà. C'était un mardi matin de ceux qui passent inaperçus. Je venais de finir de frotter les plaintes, un détail que personne ne remarquerait quand le téléphone a sonné. J'ai essuyé mes mains sur mon pull et répondu Madame. C'est Wendy du centre médical de la Vallée. Juste un petit contrôle avant de renouveler votre ordonnance. Sa voix était enjouée mécanique. J'ai calé le téléphone contre mon oreille valide. D'accord, allez-y. Les questions étaient banales. Confirmation d'adresse, historique médical, taille du foyer. Et juste pour mettre à jour nos dossiers qui d'autres vit avec vous, mon mari David, ma fille Claire, ses enfants Sophie et Caleb, et l'amie de Claire Maya, mais elle n'est pas toujours là. Mhm. Et les revenus du foyer. Juste pour les registres, rien de précis. J'ai hésité. David est en invalidité, mais parfois il fait de petits boulots. Réparer une voiture, aider un voisin avec des gouttières, des bricoles. Elle a marqué une pause, a tapé sur son clavier. Compris, merci. L'appel s'est terminé discrètement. Je n'y ai pas repensé. Je suis retournée essuyer le plan de travail fredonnant doucement jusqu'à ce que je capte un mouvement du coin de l'œil. Maya était à l'îlot de cuisine, jambes croisées, sirotant un café comme une reine sur son trône. J'ai sursauté. Je ne t'avais pas vue. Elle a souri lentement narquoise. Pas besoin d'être vue. Elle a tapoté son téléphone une fois le posant face cachée. Appel de la clinique. J'ai hoché la tête. Juste un suivi, pour une ordonnance. Elle a pris une gorgée. Il posait des questions bizarres, non qui vit où, qui travaille, ce genre de truc. Juste de la paperasse, ai-je dit. Ils font ça tous les ans. Elle s'est penchée légèrement. Tu sais, l'administration ne rigole pas avec les déclarations de revenus. Une mauvaise réponse et ça peut devenir compliqué. Son sourire s'est élargi alors qu'elle se levait et sortait nonchalamment. Je suis restée là torchant à la main, un frisson remontant le long de mon dos. Je n'avais pas menti, je n'avais pas voulu faire de mal. Mais avec le recul, une phrase résonnait trop longtemps. Il fait parfois de petits boulots. Je ne savais pas que cette phrase me coûterait tout. L'enveloppe est arrivée le jeudi, blanche, simple, à l'allure officielle. Je l'ai trouvée sur le plan de travail non ouverte, mais marquée par l'empreinte du pouce de Claire. Le sceau était brisé probablement par David la veille. Je savais qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Vers midi, la maison semblait pesante. Claire marchait à pas sec. David restait dans la chambre. Maya s'intéressait soudain à nettoyer les traces de doigts sur le frigo, une tâche qu'elle n'avait jamais prise la peine de faire avant. Je balayais le sol en silence, chaque coup de balai comme un compte à rebours. Tu as dit quelque chose, a demandé Claire sans lever les yeux. J'ai marqué une pause. Dis quelque chose. À quelqu'un, à propos de David, de son travail, de l'argent. Je me suis redressée. Juste un appel de la clinique, pour une ordonnance. Ils ont posé des questions de routine. J'ai dit qu'il aidait parfois pour des bricoles. Je ne pensais pas... Tu ne pensais pas, a coupé Claire se tournant les yeux perçants. Exactement. Tu ne penses jamais. Maintenant, on a des vérifications en cours des prestations bloquées et une menace de suspension. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu fermer ta bouche. Je n'essayais pas de causer des ennuis, ai-je dit doucement.
Maya est intervenue depuis le couloir. Ah, les intentions, ça ne compte pas pour l'administration, Evelyne. Tu le sais. J'ai juste répondu honnêtement, ai-je répliqué. Ce n'était même pas grand-chose, juste des petits boulots. Tu as dit petit boulot, a sifflé Claire s'approchant, alors qu'il est en invalidité. Ce n'est pas rien. C'est de la fraude, Evelyne. Tu viens peut-être de mettre le feu à cette maison. J'ai regardé David entrer discrètement. Il s'appuyait contre le chambranle bras croisés, visage vide. Alors, ai-je demandé les yeux implorantes. Tu sais que je n'ai pas voulu, ses yeux n'ont pas croisé les miens. Tu aurais dû faire attention, a-t-il dit. Les mots ont frappé comme un marteau, pas en colère, juste définitif. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Je n'étais pas seulement blâmée, je n'étais pas seulement chassée, j'étais piégée, pas poussée, positionnée. Je n'avais pas été expulsée, j'avais été accusée. J'ai entendu les bouteilles de vin Tanter avant les voix. C'était vendredi soir. Personne ne m'avait adressé la parole. Mais à 19h, Maya et Sophie étaient dans le salon, talons aux pieds de lèvres glossy, rire bruyant et débridé. Claire a disposé un plateau de fromage qu'elle n'avait pas préparé et allumé des bougies qu'elle jugeait autrefois trop bien pour les jours ordinaires. Je suis restée dans ma chambre, lumières éteintes. J'avais mangé un sandwich au beurre de cacahuète dans le noir. Depuis mon lit, j'entendais chaque mot. Il ne cherchait pas à être discret. Bref, a dit Maya la voix haute. Elle décroche le téléphone et balance que David fait des petits boulots à côté. Sophie a éclaté de rire. Je te jure, elle a dû le dire avec cet air perdu, genre c'était mal. Elles ont ri à nouveau. J'ai fermé les yeux. Mes mains tremblaient sur la couverture fine. Puis la voix de Sophie s'est aiguisée, m'imitant dans un ton aigu et essoufflé. Eh bien, l'infirmière a demandé, alors j'ai tout raconté sur mon mari qui travaille dur. Je ne savais pas que c'était un crime d'être honnête. Maya a applaudi. Dans ton attend autour de Claire. Claire, légèrement éméchée, a répondu « Oh non, je peux pas, j'irai droit en enfer. » Y est déjà, a ricané Sophie. Ça s'appelle cohabiter avec un parasite. Encore des rires. Mon estomac s'est tordu, puis est venue la phrase. Sophie a gloussé, on devrait juste simplifier et la pousser dehors, genre gentiment avec amour. Dehors, peut-être dans la circulation. Même Maya a marqué une pause. Mon Dieu, sauf. Mais Claire a juste dit, elle est déjà à moitié partie. Juste un petit coup de pouce. Ce n'était pas une blague. Pas vraiment. Je le sentais. J'ai fixé le plafond où la grille d'aération cliquetait toutes les 5 secondes. Tic, tic, tic. Un rythme brisé, comme moi. J'ai imaginé sortir là-dedans, me tenir devant elle. Demander comment en est-on arrivé là, mais l'image s'est dissoute avant même de commencer. Elle ne voulait pas mes remords. Elle voulait mon silence, ma disparition, ma reddition. Elle ne cherchait pas à me punir. Elle voulait que je me brise moi-même. Je n'ai pas pris grand-chose. Un petit sac de voyage, celui pour un week-end, contenait tout ce que je possédais vraiment, 3 tenues. Ma boîte de médicaments, des chaussures usées et un vieil album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. J'ai tout plié soigneusement, sans hâte, sans panique, juste avec précision. Je n'ai laissé ni mots, ni dernière parole, ni larmes. Juste le léger frottement de la fermeture éclair scellant le sac. Dehors, la maison vibrait de son rythme habituel, la télé murmurante, la voix de Claire au téléphone, Sophie riant devant sa tablette. La vie continuait comme si j'avais déjà disparu. Quand je suis entrée dans le couloir, Caleb était là. Il se tenait près des escaliers, pieds nus sweat à moitié zippés, tenant une bouteille de seau. Ses yeux ont glissé sur mon sac, puis sur moi. Il n'a pas parlé.
J'ai croisé son regard cherchant quelque chose, une question, une protestation, un murmure. Mais rien n'est venu. Je pars, ai-je dit doucement, n'attendant pas de réponse. Il n'a pas hoché la tête, n'a pas bougé. Il a juste serré la bouteille plus fort. Je l'ai dépassé lentement. Nos épaules ont failli se toucher. Sa tête s'est légèrement baissée alors que je passais. La porte d'entrée a grincé plus fort que dans mes souvenirs. Je suis sortie dans l'air froid de la nuit resserrant mon manteau. La lumière du porche bourdonnait clignotant au-dessus. Personne ne m'a suivi. Personne n'a remarqué. Je n'ai pas regardé en arrière. Le long du trottoir passant devant les haies que j'avais taillées devant la pelouse que j'arrosais, j'ai marché avec la dignité silencieuse de quelqu'un qui n'avait plus besoin de permission pour partir. Je n'avais pas claqué de porte. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas fait de scène. Il n'avait pas crié non plus. Il ne m'avait pas chassé. Il m'avait effacé. Le studio n'avait rien d'extraordinaire. Une pièce, une petite kitchenette, une fenêtre donnant sur l'allée derrière une boulangerie. Le sol penchait vers la porte et le radiateur hoquetait en s'allumant. Mais c'était calme. Le propriétaire n'a posé aucune question. J'ai payé le premier mois en liquide et signé « et Roche » sur la ligne pointillée. Pas de contact d'urgence, pas d'adresse de réexpédition. Le matelas était ferme. La table de chevet penchait à gauche. Le frigo bourdonnait trop fort, mais c'était à moi. J'ai déballé lentement, comme si un faux mouvement pouvait faire s'effondrer l'espace. Les vêtements pliés dans un tiroir. L'album photo glissé sous le lit. Une tasse en céramique ébréchée, mais propre, posée près de l'évier à côté d'une liste de courses griffonnées au dos d'une enveloppe. Ce soir-là, j'ai préparé du porridge instantané et mangé debout. Pas de table, pas de chaise, juste moi et le silence. Pas de cris, pas de pas au-dessus. Pas de voix se moquant de moi depuis la pièce d'à côté. Juste le lointain cliquetis des plateaux de la boulangerie empilés pour le matin. Je me suis arrêtée devant le petit miroir au-dessus de l'évier décollant un post-it jaune que j'avais écrit avant de me coucher. Je l'ai lissé sur le mur avec 2 doigts. Tu n'es plus là-bas. Je l'ai relu, encore et encore. La douleur dans ma poitrine n'a pas disparu. Le silence ne m'a pas réconforté, pas encore. Mais je pouvais respirer sans demander. Personne ne me regardait, ne me jaugeait, n'attendait que je disparaisse. Je n'avais pas trouvé la paix, pas tout à fait. Je n'avais pas guéri, j'avais juste arrêté de saigner. Pendant des semaines, mon téléphone est resté silencieux. Je le gardais dans le tiroir près de mon lit, face cachée, volume éteint. Il vibrait parfois appel de spam, rappel de pharmacie, mais rien qui portait le poids d'un nom que j'appelais autrefois famille. Le bruit ne me manquait pas. Caleb me manquait parfois le matin tôt quand la bouilloire sifflait et que la fenêtre s'embuait. Mais je me rappelais, le silence est un cadeau. Puis un dimanche matin, ça a commencé, un appel manqué, puis un autre. À midi, le journal montrait 6 appels, Claire, Maya, David et un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. À 15h12, un message vocal est apparu. L'aperçu disait « C'est Sophie ». J'ai fixé l'écran longtemps, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix n'était pas moqueuse. Elle était soufflée, effilochée. Mamie, s'il te plaît, c'est Caleb. Il a disparu. On pensait que s'il avait contacté quelqu'un, ce serait toi. Je sais que tu es en colère. Je sais qu'on ne mérite pas de demander. Mais si tu sais quelque chose, s'il te plaît, rappelle. Le message s'est terminé par un soupir brusque comme si Sophie manquait d'air. Ou d'excuses. Je me suis assise au bord de mon lit fixant le mur. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Il n'avait pas appelé quand j'étais partie. Pas quand j'avais disparu dans le silence. Pas quand j'avais besoin de clarté, de dignité ou juste d'un mot disant « on a eu tort ». Mais maintenant, ils appelaient. Parce que quelque chose manquait. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti la différence. Ils n'appelaient pas pour moi. Ils appelaient pour de l'aide. Je ne les ai pas rappelés. À la place, j'ai contacté le lycée de Caleb. La secrétaire m'a transférée au bureau d'orientation où une femme nommée Madame Holt a répondu d'un ton mesuré. « Oui, je me souviens de Caleb », a-t-elle dit après que je me suis présentée.
calme, intelligent, très protecteur envers vous d'ailleurs. Ma gorge s'est serrée. Il s'est passé quelque chose récemment, à l'école, je veux dire. Une pause. Hors micro, a demandé Madame Holt. Il y a eu un incident la semaine dernière. Il s'est disputé violemment avec sa sœur. Apparemment, il a entendu rire de comment il vous avait enfin poussé dehors. Il l'a confronté dans le couloir. Je n'ai rien dit. Elle l'a traité de pathétique. Elle a dit que s'il vous aimait tant, il n'avait qu'à vivre avec vous et arrêter d'être un petit traître faible. La voix de Madame Holt s'est adoucie. Après ça, il s'est refermé. Il n'est pas venu en classe le lendemain. Il évitait ses amis. Je lui ai demandé s'il voulait parler. Il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité, pas chez lui. J'ai agrippé le bord de la table, les jointures blanches. Il a dit où il irait. Non, juste qu'il aurait aimé rester avec vous, qu'il avait l'impression que vous étiez la seule à vraiment le voir. J'ai murmuré un merci à peine audible. Après avoir raccroché, je suis restée immobile. Il n'avait pas été inquiet quand j'étais partie. Il n'avait pas demandé où j'allais ou si j'étais en sécurité. Mais maintenant que leur bouc émissaire était devenu l'encre de leur fils et que Caleb avait choisi de s'éloigner, la panique s'installait. J'ai regardé mon téléphone silencieux. Il n'avait pas perdu Caleb. Il l'avait chassé. Mon téléphone a sonné à 6h42, numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, l'instinct peut-être m'a fait appuyer sur accepter. Mamie. La voix était rauque, hésitante. Je me suis redressée. Caleb. Un souffle. Puis, ouais, je suis chez Malik, je ne savais pas qui appeler d'autre. Est-ce que je peux venir chez toi? Oui, ai-je dit instantanément. Bien sûr, tout de suite si tu veux. Il a hésité. Ils m'ont dit de ne pas le faire, que tu ne voudrais pas de moi. Ma voix s'est brisée. Il ne parle pas pour moi. Plus jamais. Un autre silence. D'accord, a-t-il murmuré. Un autre. Je t'envoie l'adresse. 10 minutes plus tard, j'avais mon manteau et l'argent pour le bus en main. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Quand je suis arrivée au coin de la rue de la Liberté et de l'avenue des Peupliers, il était là, capuche relevée, sac de sport à ses pieds, yeux rougis mais stables. Il n'a pas beaucoup parlé. Il m'a juste serré dans ses bras comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Je n'avais pas besoin de discours, ni de raison. Je l'ai enlacé fort et l'ai ramené à la maison. Cette fois, je ne fuyais ni la honte ni le blâme. Cette fois, je ne partais pas. J'étais là pour lui. Ils sont venus un mercredi après-midi, sans prévenir. Juste un coup à la porte sec urgent, une fausse inquiétude dans chaque choc. J'ai ouvert la porte à moitié. David se tenait maladroitement derrière Claire, qui arborait un sourire trop sincère et serrait son sac comme un texte appris par cœur. On veut juste parler, a-t-elle commencé. De Caleb, de ce que ça donne. J'ai haussé un sourcil. À qui? À l'école, aux voisins, les gens parlent, a dit Claire crispée. On espérait régler ça discrètement. Caleb est apparu dans le couloir derrière moi silencieux, bras croisés. Il n'a pas parlé, mais sa présence a tout changé. David a avancé. Fiston rentre à la maison. C'est juste un malentendu. J'ai bloqué la porte. Non, il n'est pas votre outil de contrôle des dégâts. Le sourire de Claire s'est effacé. Tu n'as aucun droit. Il a le choix, ai-je répondu. Et il l'a déjà fait. Je me suis tournée vers Caleb. Tu veux rentrer? Il a secoué la tête une fois. Non. J'ai regardé les gens qui m'avaient effacé et attendais maintenant de la gratitude pour s'être déplacé. Vous voulez contrôler une histoire, ai-je dit, mais je lui offre quelque chose de mieux. Ils m'ont fixé stupéfait alors que je fermais la porte. Ils voulaient la garde d'une réputation. Je lui offrais un foyer. Le bureau d'aide juridique sentait le café et la moquette usée.
Je me suis assise face à une jeune femme nommée Rachel qui feuilletait peut-être mes documents sans ciller. Vous avez des journaux d'appel des messages, une déclaration de la conseillère d'orientation, un message vocal de Sophie. Rachel a hoché la tête. Nous allons demander la garde d'urgence. Ça peut prendre quelques jours pour obtenir une audience, mais vous avez largement de quoi justifier. J'ai expiré. Pas du soulagement, juste de la détermination. Je ne faisais pas ça pour les punir. Je faisais ça pour protéger Caleb. Au tribunal, Claire est arrivée trop apprêtée et mal préparée. David suivait silencieux comme toujours. Leur avocate a soutenu que Caleb avait été manipulé, que j'avais agi de manière irrationnelle. Mais le juge a lu le dossier, lentement, soigneusement, puis il a regardé Caleb. Tu te sens en sécurité avec ta grand-mère. La voix de Caleb n'a pas tremblé. C'est la seule qui m'écoute. Le marteau a frappé comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Garde temporaire accordée. La mâchoire de Claire s'est crispée. David n'a pas bougé. Je me suis levée. J'ai pris la main de Caleb. Nous sommes sortis ensemble. Pas d'applaudissements, pas de scène, juste une victoire discrète certaine. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me batte. Ils avaient oublié que j'avais quelque chose à protéger. Mon appartement était toujours petit, toujours plein de courants d'air, mais il respirait différemment maintenant. Caleb dessinait à la table la plupart des matins, écouteurs aux oreilles, crayon, tapant en rythme. Je cuisinais des plats simples, tricotais des écharpes qui gondolent aux extrémités et arrosais la plante en plastique près de la fenêtre comme si elle avait besoin d'amour. Personne ne criait. Personne ne mesurait le silence avec suspicion. Nous ne parlions pas du passé, sauf s'il remontait doucement comme la vapeur d'une bouilloire. Je ne vérifiais plus mon téléphone pour des excuses qui ne viendraient jamais. Un après-midi, en remuant une soupe, j'ai regardé Caleb lire sur le canapé, pieds repliés, visage doux dans le calme. J'ai souri pour moi-même. Je n'ai pas ruiné leur vie, ai-je murmuré. J'ai juste arrêté de mentir pour eux. Juice. Et j'ai versé 2 tasses de thé et me suis assise à côté de lui. Ils ont essayé de me briser avec des reproches, mais je suis partie et j'ai emmené leur bouc émissaire avec moi.